À travers les âges, nombreux sont ceux qui ont tissé des récits sur l'Écosse, certains, il faut l'admettre, plus élogieux que d'autres. Mais qu'on soit enfant de cette terre écossaise, voyageur d'un été, gardien de l'histoire ou plume vagabonde, une certitude demeure. Une fois caressée par son souffle, l'Écosse ne peut jamais être oubliée. Au zénith de l'été, la pluie peut fouetter les joues et le vent cingler l'âme, mais même à travers le voile des brumes, la beauté et le caractère saisissant de l'Écosse resplendiront, gravant une empreinte éternelle. Et il semble que chaque pas que vous poserez vous guidera vers des contes de magie et de mystère, imprégnés des traditions celtiques et débordant de sortilèges pour les cœurs aventureux. Les mythes et légendes d'Écosse plongent leurs racines dans la nuit des temps jusqu'à l'arrivée des Celtes il y a environ 8000 ans, un peuple dont le nom est devenu, plus récemment, indissociable de la tradition ancestrale du conte. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée des Romains en Grande-Bretagne au 1er siècle de notre ère que les premières traces écrites ont commencé à murmurer leur existence. Tandis que l'empereur Hadrien érigeait son mur à présent célèbre pour contenir les âmes indomptées du Nord hors d'Angleterre, les échos des féroces guerriers d'Écosse se propageaient à la vitesse du vent. Naturellement, comme rares étaient les âmes du Sud qui, en ces temps reculés, possédaient les moyens d'aller constater par elles-mêmes, les récits s'enrichissaient d'un souffle dramatique à chaque nouvelle transmission. De jeunes braves démesurés, des géants, des monstres et des créatures surnaturelles, tous tenaient leur rôle enchanté. Et lorsque les Vikings, ces maraudeurs, surgirent avec leurs propres légendes, souvent d'une soif de sang incroyable, le mélange qui en résulta devint alors d'une richesse envoûtante. Alors, où entamer ce périple mystique et magique à la recherche des mythes et légendes d'Écosse? Pour la plupart des cœurs épris, ce doit être le Loch Ness, véritable joyau parmi les écrins de beauté de l'Écosse. Toutefois, pour la myriade de visiteurs qui se pressent sur les rives, c'est la créature insaisissable qui, dit-on, hante ses eaux, affectueusement surnommée Nessie, qui constitue le véritable appel de leur cœur. Bien que cela puisse sembler un phénomène d'une ère récente, avec des clichés de Nessie allant de la supercherie manifeste au mystère délicieusement envoûtant apparaissant sans cesse, le récit, lui, a pris racine des siècles avant que la photographie ne voie le jour, lié au nom d'un très illustre homme saint. En vérité, il est impossible de s'aventurer bien loin dans la quête des mythes et légendes d'Écosse sans que votre chemin ne croise celui d'un saint nommé Columba dont les racines baignaient la terre irlandaise. Or, à bien des égards, des liens d'une grande tangibilité, tissés de destin et de culture, unissent l'Irlande et l'Écosse. Si votre errance vous mène à la chaussée des géants en Irlande du Nord, on ne manquera pas de vous murmurer le récit du légendaire géant Finn McCool, dont le cœur fut violemment captivé par une géante écossaise de l'île de Staffa. Comme on peut s'y attendre d'une âme consumée par un tel élan du cœur, Finn entreprit de bâtir une chaussée pour atteindre l'objet de son ardent désir. Puisqu'existent des formations rocheuses similaires sur l'île écossaise, il est évident que sa bien-aimée avait, elle aussi, entamé l'édification de son côté. Cependant, quand un géant écossais, lui aussi touché par la grâce de la géante, commença à lancer des rochers avec fureur vers le puissant Finn, un chaos indicible éclata. Finalement, Finn s'empara d'un colossal fragment du paysage et le lança avec une force démesurée. Mais il vint s'abîmer dans les flots, expliquant, dit-on, la naissance de l'île de Man, tandis que la chaussée n'alla pas plus loin que ce que vos yeux contemplent aujourd'hui. Saint Columba, comme nos cœurs le savent déjà, vit le jour en Irlande, mais lorsqu'il s'agit d'atteindre l'Écosse, son voyage le porta infiniment plus loin que ne le fit jamais Finn McCool. Pourtant, ce fut une querelle spirituelle autour des évangiles.
et non les charmes d'une femme qui enflamma l'aventure écossaise de Columba. Columba, dont l'âme résida au VIe siècle de notre ère, était un prêtre érudit et l'abbé de son monastère en Irlande, Saint-Finian, avait accompli un pèlerinage jusqu'à Rome, rapportant un manuscrit des 4 évangiles du Nouveau Testament, joyau inestimable. Columba implora la permission d'en réaliser une réplique, mais Finian refusa, son cœur fermé. Alors, Columba, dans l'ombre et le secret de chaque nuit, traça avec dévotion quelques passages des évangiles, jusqu'à ce qu'il fût surpris, et que saint Finian exigea qu'il lui remît ce trésor manuscrit copié. Mais Columba s'enfuit avec son bien le plus cher, levant une armée pour protéger sa quête. Il fut finalement contraint d'affronter le roi d'Irlande que saint Finian avait prié d'intervenir pour recouvrer le manuscrit sacré. Columba triompha ce jour-là, mais 2000 âmes furent de fauchées dans cette tourmente. Et comme acte de pénitence, le futur saint s'exila d'Irlande pour prendre le large vers l'Écosse, afin de guider vers la lumière du christianisme autant de ces Écossais à l'esprit sauvage que ses propres actes avaient fauchés. Finalement, accompagné de 12 âmes fidèles, Columba érigea un monastère sur l'île d'Iona, demeurant jusqu'à ce jour un havre sacré de pèlerinage pour les âmes chrétiennes. Ce lieu fut le doux refuge de Columba, mais son cœur le porta à traverser toute l'Écosse, inlassablement en quête d'âmes à éclairer. Et ce fut au cours d'une de ses nobles pérégrinations qu'il découvrit le mystique Great Glen, là où le Loch Ness déploie ses eaux secrètes. C'est ainsi que la première rencontre documentée avec le monstre du Loch Ness fut confiée à la légende, attribuée à saint Columba en l'an de grâce 565. Selon la vie de saint Columba d'Adamant, ouvrage rédigé peu après que le saint eut rendu son dernier souffle, Columba arracha un homme aux griffes d'un monstre déchaîné. Il lança un cri empli de puissance à Nessie « Tu n'iras pas plus loin, ni ne toucheras cet homme. Regagne tes profondeurs avec la plus grande hâte. » Et l'on a consigné que c'est précisément ainsi que le monstre obéit, pliant devant la volonté sacrée. Ce fut peut-être un récit édifiant, un doux chant pour guider les cœurs écossais vers la lumière du christianisme, mais la part de vérité qui danse dans cette fable est une énigme tout autre. Les rumeurs suivantes émergèrent, tels des murmures, vers la fin du XIXe siècle. Mais ce n'est qu'avec les années 1930 que Nessie commença véritablement à faire vibrer les plumes et captiver les esprits. Puis, tout au long du XXe siècle, tandis que la technologie, cette magicienne, offrait des voies nouvelles pour sonder les abysses aquatiques du Loch Ness, la légende ne cessa de croître, de s'épanouir en popularité, bien qu'une réponse absolue à l'énigme de l'existence de Nessie n'ait jamais caressé la lumière. Les hypothèses, selon lesquelles Nessie serait un plésiosaure, un écho lointain de l'ère des dinosaures, jouissent d'une grande faveur, tandis que d'autres murmurent des anguilles, des esturgeons ou de géants nématodes comme d'éventuelles clés du mystère. Cependant, pour les âmes moins captives de la raison prosaïque, la légende écossaise si souvent contée du kelpie est regardée comme bien plus exquise pour l'imagination. Un kelpie est un cheval des eaux, capable de métamorphose, que l'on dit hanter les rivières et les lochs d'Écosse, une âme mystérieuse. Sous l'apparence d'un somptueux cheval blanc, l'esprit se révèle au bord des flots, où il ensorcelle les voyageurs égarés, le cœur sans méfiance, les invitant à grimper sur son dos. Alors, la créature plonge sans retenue dans les profondeurs liquides, submergeant le malheureux cavalier, prisonnier de son destin aquatique, incapable de s'en détacher. Il est fascinant de noter qu'une légende semblable, celle du cheval de ruisseau, s'inscrit dans l'héritage mythique de la Scandinavie. Les Gallois et les Irlandais ont eux aussi leur propre variation de ce récit. Un lien profond entre les kelpies, esprits des eaux, et les monstres des lacs, particulièrement dans le cas du Loch Ness et de l'insaisissable Nessie, a été évoqué à maintes reprises. Contemplant aujourd'hui le Loch Ness dans toute sa splendeur majestueuse et les ruines imposantes du château d'Urquhart, il ne surprendra guère que les légendes foisonnent en ces lieux, même s'il vous faut rester vigilant face aux chevaux blancs enchantés. Néanmoins, une histoire bien plus sinistre et sombre, pleine de périls pour les âmes insouciantes du XVIe siècle écossais,
Plane encore, elle fut la source d'un nombre effroyable de disparitions qui, si la légende est digne de foi, aurait même attiré l'attention du roi d'Écosse en personne. Sur la côte ouest de l'Écosse, non loin du champ de golf de renommée mondiale de Turnberry, vous découvrirez les villes côtières de Girvan et Ballantrae, dont le nom, pour cette dernière, trouve son origine dans le gaélique traditionnel signifiant « ville près de la plage ». Tout cela résonne comme un doux murmure de sérénité, mais entre ces deux villes, le long du rivage à Burnham Head, se murmurent des récits d'une caverne secrète, un abîme que l'on associe à l'une des légendes écossaises les plus effroyables, d'une cruauté insondable. En contemplant cette étendue de côte, une âpre beauté sauvage s'en dégage, mais dans ces sombres années 1500, et pendant près d'un quart de siècle, ce fut, à la lettre, un lieu d'où aucune âme ne revenait jamais, une fois tombée sous l'emprise du tristement célèbre cannibale Sonny Bean. Mais Sonny Bean n'agissait pas seul. Avec une femme d'une égale noirceur, il engendra une nichée d'enfants, et l'on estime que son clan incestueux comptait jusqu'à 4 douzaines de membres au total. Le jour, ils se terrèrent dans leur caverne, mais la nuit, ces démons sans loi tendèrent des embuscades aux voyageurs, les tuant, dérobant leurs biens, puis ramenant les corps de leurs victimes à la grotte où ils étaient dévorés. Les habitants des environs semblaient ignorer la présence d'un clan d'assassins tout proche, mais il va sans dire que les disparitions régulières éveillèrent les soupçons et les aubergistes, souvent les derniers à voir les voyageurs en vie, furent considérés comme les premiers suspects. Finalement, le mode de vie iconoclaste du clan prit fin lorsqu'ils tendirent une embuscade à un fermier et à son épouse, rentrant chez eux de Ballantrae. L'homme se débattit avec une force colossale, mais dans la mêlée, la femme tomba à terre, où ses agresseurs lui tranchèrent de la gorge et, à l'horreur de son époux, commencèrent à boire son sang. Lorsque le fermier parvint à s'échapper, la nouvelle du clan meurtrier se propagea à la vitesse de l'éclair et un détachement de troupes arriva bientôt pour traquer Sonny Bean. Lorsque la caverne fut découverte, elle était jonchée de restes humains et les membres du clan furent rapidement cernés et capturés. Ils furent conduits à la prison du Tolbooth d'Édimbourg et exécutés sans jugement dès le lendemain. Comme tant de légendes, aucune preuve ne vient corroborer cette histoire, et les historiens se montrent pour le moins sceptiques à son sujet. Cependant, le cannibalisme n'était pas inconnu dans cette partie de l'Écosse au Moyen-Âge, et cela pourrait expliquer l'origine de la légende de Sonny Bean. Et ainsi, notre voyage nous a conduits à Édimbourg, une cité regorgeant des plus sublimes mythes et légendes écossais. Et aussi élégant et raffiné que ces magnifiques édifices puissent de paraître aujourd'hui, la capitale de l'Écosse recèle une face plus sombre, qu'il n'est pas nécessaire de chercher bien profondément pour la découvrir. Outre Sonny Bean, 2 autres noms sont passés à la postérité dans l'histoire écossaise pour enlèvement et meurtre. Mais dans le cas de Burke et Hare, les plus célèbres pilleurs de corps de tous les temps, ils n'avaient nulle intention de dévorer leurs victimes. Car en 1827, les cadavres étaient bien trop précieux pour être consommés. L'université d'Édimbourg jouit d'une excellente réputation en matière de médecine. Mais au début du XIXe siècle, Édimbourg, comme bien d'autres facultés de médecine, peinait à trouver suffisamment de corps sans vie pour que les étudiants puissent y apprendre leur art.
Ainsi, lorsque l'anatomiste en chef d'Édimbourg, Robert Knox, versa 7 livres aux ouvriers irlandais Burke et Hare pour le cadavre d'un locataire mort sans avoir payé son loyer, il mit véritablement le doigt dans un engrenage. À cette époque, les sources habituelles de cadavres pour la faculté de médecine provenaient de l'hospice ou de la potence du bourreau, et Burke et Hare perçurent là une opportunité d'amasser une fortune considérable. La maîtresse de Hare tenait une pension de famille, où Burke et Hare attiraient des âmes insouciantes, souvent des vagabonds ou des prostituées, dont la disparition ne risquait guère d'être remarquée. Les victimes étaient enivrées, puis étouffées, afin de ne laisser aucune marque sur le corps, et dès le lendemain, elles étaient vendues à Knox, prêtes pour la dissection sur la table du chirurgien. On estime que Burke et Hare se sont ainsi débarrassés de 16 victimes, mais lorsque certains étudiants en médecine reconnurent la 10e victime de ces pilleurs de corps, la prostituée Mary Patterson n'ayant sans doute pas manqué de profiter de ses charmes, une enquête fut diligentée. Une clameur publique s'éleva, et lorsque le corps d'une vieille femme irlandaise fut découvert sous un lit de la pension, Burke et Hare furent accusés de son meurtre. Pour sauver sa propre peau, Hare collabora avec la justice et fut libéré, laissant Burke être pendu pour leur crime odieux. Le Grassmarket d'Édimbourg est aujourd'hui très prisé des touristes. Un lieu absolument charmant, mais lorsque Burke fut pendu tout près de là, 40 000 spectateurs envahirent cette zone pour assister à l'événement. Se plaignant jusqu'au dernier instant que le chirurgien Knox lui devait encore 5 livres, Burke fut pendu et son corps transporté à l'université pour dissection, mais la foule restait insatisfaite du dénouement. Pour éviter une émeute, le public fut admis à raison de 60 personnes par minute pour contempler le mal absolu, le sommet du crâne de Burke ayant été retiré afin qu'il puisse sonder l'esprit d'un meurtrier. Dans une ironie du destin, de nombreux étudiants en médecine prélevèrent des morceaux de peau de Burke pour les vendre comme souvenir, tandis que Hare, de la vie de tous, mourut dans la misère dans les rues de Londres. L'ordre public fut toujours une affaire périlleuse à Édimbourg, comme en témoigna la foule de spectateurs venus assister à la pendaison de Burke. Et aujourd'hui encore, une curieuse coutume entoure l'emplacement de l'ancienne prison du Tolbooth. Juste à l'extérieur de l'incontournable cathédrale Saint-Gilles, si vous baissez les yeux vers le sol, vous découvrirez le chœur de Midlothian, une délicate mosaïque de pierre qui marque l'emplacement de cette prison tant décriée. Il est dit que la coutume locale exige de cracher sur cet endroit, mais comme cela serait fort peu courtois, il s'agit peut-être d'une légende urbaine qu'il vaut mieux connaître sans pour autant la suivre. Cependant, toutes les légendes d'Édimbourg ne sont pas aussi macabres que celles de Burke et Hare, et si vous vous trouvez aux abords de Greyfriars Kirk, vous y découvrirez une histoire des plus invraisemblables et touchantes. L'histoire de ce cimetière recèle maintes pages sombres, et c'est ici que le mouvement des Covenanters fut brutalement écrasé. Depuis que l'empereur Adrien érigea son mur, l'esprit indomptable des Écossais de souche fut célébré dans le monde entier, et ils luttèrent avec la même ferveur pour pratiquer leur culte selon leur choix que pour chaque autre liberté qui leur était chère. En conséquence, lorsque l'Angleterre, en la personne du roi Charles Ier, imposa un nouveau livre de prières au peuple d'Écosse au XVIIe siècle, une rébellion éclata et le mouvement des Covenanters fut fondé. Mais, comme cela se révéla si souvent le cas au cours de l'histoire, les Écossais souffriraient cruellement pour leurs principes. Et lorsque les Covenanters furent vaincus à la bataille de Bothwell Brig, ceux qui furent faits prisonniers furent conduits dans ce cimetière, transformé en prison improvisée. On peut encore apercevoir l'ancienne enseigne de la prison des Covenanters, témoignage poignant du sort de ces quelques 1000 Covenanters abandonnés ici durant 5 mois, exposés aux éléments et quasi affamés.
Beaucoup périrent, comme en témoigne le mémorial des martyrs, mais invariablement, ce ne sont pas les Covenanters qui attirent les touristes vers ce lieu empreint d'histoire. Non, c'est un tout autre mémorial à l'entrée du cimetière qui semble être l'attraction principale. Cette statue d'un Skye terrier nommé Bobby est en réalité un bâtiment classé grâce à Historic Scotland et la légende de Greyfriars Bobby, le nom sous lequel ce petit chien est le mieux connu, est une favorite inconditionnelle tant auprès des habitants que des visiteurs. Les Victoriens affectionnaient particulièrement le mélodrame, surtout lorsque le dénouement était tragique, et l'histoire de Greyfriars Bobby correspondait parfaitement à ces attentes. Le chien appartenait à un veilleur de nuit nommé John Gray, décédé en 1858 et inhumé dans le cimetière de Greyfriars Kirk. On dit que le fidèle terrier passa le reste de ses jours assis près de la tombe de son maître. Et comme il survécut à John Gray de 14 ans, Bobby devint une véritable institution d'Édimbourg. Quand Bobby mourut en 1872, une simple inscription fut gravée sur son mémorial déclarant que sa loyauté et sa dévotion soient une leçon pour nous tous. Il semble que le chien le plus photographié d'Édimbourg soit plus populaire que jamais. Maintenant, bien que John Gray et son fidèle Bobby reposent en paix ici, Édimbourg est réputé pour ses histoires de fantômes et des contes légendaires de manifestations surnaturelles ont traversé les âges aux quatre coins de la ville. Nous pouvons en réalité commencer ici, dans le cimetière de Greyfriars, là où les âmes sensibles visitant la prison des Covenanters ont ressenti l'emprise d'une force invisible. Poussés et tirés par des présences indicibles, ils se sont découverts le lendemain marqués de coupures et d'échymoses. Certains murmurent que c'est le spectre de George Mackenzie, cet avocat écossais qui persécuta les Covenanters gisant dans ces lieux. D'autres pensent qu'il s'agit plutôt des âmes tourmentées, des malheureux prisonniers qui, dans des circonstances effroyables, y sont morts de faim. Nombreuses sont les balades fantomatiques qui s'offrent à travers les rues fascinantes d'Édimbourg et ces pérégrinations sont devenues des attractions touristiques d'une popularité inouïe. Voici un aperçu fugace de quelques-unes des légendes fantomatiques préférées de la ville. Parmi les destinations les plus hantées de tout circuit à Édimbourg se dresse le château, où les récits du paranormal ont tissé un voile de mystère des plus intrigants. Jadis, les prisonniers de guerre français furent retenus dans les cachots et si votre regard est attentif, vous pourrez discerner les graffitis qu'ils ont laissés, tel un souvenir lointain. Le château s'enorgueillit de nombreuses apparitions d'un batteur sans tête, que l'on dit d'origine française, mais dans le fil de cette note musicale, la plus célèbre des apparitions est celle d'un joueur de cornemuse solitaire, dont on perçoit parfois la mélodie sans que son image ne se révèle. La légende murmure que des tunnels secrets serpentent dessous le Royal Mile, depuis le château jusqu'au palais de Holyrood, à l'autre extrémité. Jadis, très loin dans le passé, le joueur de cornemuse fut envoyé pour vérifier la véracité de ses dires, l'idée étant qu'il serait entendu en surface et que sa progression pourrait être suivie. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que, après une certaine distance, on ne l'entendit plus du tout et le joueur de cornemuse ne fut plus jamais revu, du moins sous sa forme humaine. Nul n'a jamais percé le mystère de son destin, pourtant, les plaintes fantomatiques du cornemuseur fantôme sont régulièrement rapportées autour du château et le long du Royal Mile, accompagnées de multiples visions.
En explorant le Royal Mile, les promeneurs fantômes d'Édimbourg guetteront toujours une petite fille dépenaillée nommée Annie, l'esprit le plus célèbre que l'on dit issu du Mary King's Close. Découvrir ces allées étroites et sinueuses, si célèbres à Édimbourg, peut être une expérience envoûtante, et le Mary King's Close, en 1645, fut barricadé lorsque la peste bubonique frappa la cité surpeuplée. À en croire les récits, des victimes de la peste agonisaient encore, laissées à leur funeste sort, et la petite Annie, le visage constellé de pustules, est censée avoir été l'une d'elles. Les apparitions commencèrent 40 ans plus tard, quand une pénurie de logements força la réouverture de l'allée et aujourd'hui, une reconstitution de ce que fut la vie dans le Mary King's Close au XVIIe siècle est devenue une attraction très prisée, des âmes du monde entier y convergeant en quête d'Annie, nombre d'entre elles apportant des jouets en offrande pour la petite fille. Les chasseurs de fantômes désirent ardemment explorer le palais de Holyrood une fois le Royal Mile parcouru, mais comme c'est la résidence officielle de la monarchie britannique, lors de ses visites à Édimbourg, les heures d'ouverture du palais sont assurément restreintes. Et les apparitions spectrales ne sont généralement pas réputées pour leur coopération excessive en matière d'horaire. Néanmoins, les trois spectres les plus intimement liés à Holyrood sont en vérité fascinants, et Mary Stuart, reine d'Écosse, la plus illustre des trois, est devenue l'une des protagonistes les plus légendaires de l'histoire éclatante de l'Écosse. Marie accéda au trône d'Écosse à l'âge d'une semaine seulement, mais en 1542, le sang royal pouvait être source de péril, et le roi Henri VIII, au sud de la frontière en Angleterre, y vit une occasion de s'emparer de la couronne d'Écosse. Lorsque son fils Édouard naquit 5 ans plus tard, il tenta d'imposer un mariage dynastique entre Marie et l'enfant prince, mais dans un élan pour préserver l'indépendance de l'Écosse, la mère de Marie sollicita l'aide du roi de France et la jeune reine d'Écosse fut envoyée de l'autre côté de la Manche, des fiançailles étant arrangées avec l'héritier du trône de France, le dauphin. Grâce à cette alliance avec la France, les desseins avides d'Henri VIII sur l'Écosse furent déjoués et dès que le couple royal atteignit l'âge adulte, ils s'unirent dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris et à la mort du vieux roi, Marie et François II furent couronnés nouveaux rois et reines de France. Puis la tragédie frappa, car le jeune époux de Marie décéda peu après le couronnement. Et à l'âge tendre de 18 ans, Marie, désormais veuve, regagna l'Écosse pour revendiquer son héritage. À ce moment, Henri VIII et son fils Édouard étaient tous deux décédés, et la cousine de Marie, Élisabeth Eyre, régnait désormais sur l'Angleterre. Une alliance entre les deux reines les aurait sans doute toutes deux grandement servies, mais comme Marie était catholique et Élisabeth protestante, elles devinrent des rivales, l'une aspirant au trône de l'autre. Mais les véritables tourments de Marie débutèrent lorsqu'elle épousa son cousin Lord Darnley, le second des trois spectres en question à Holyrood, où eut lieu la noce. Darnley fut un piètre choix, charmant sans doute jusqu'à ce que Marie devienne son épouse, mais la reine comprit vite que ce n'était pas le désir pour elle qui avait motivé ses actions, mais plutôt sa soif de pouvoir.
Malgré cette relation houleuse, Marie tomba enceinte, mais cela ne rapprocha nullement le couple, et la situation se détériora davantage lorsque Darnley, parmi d'autres, assassina le secrétaire privé et ami le plus cher de la reine, David Rizzio, ici même à Holyrood, littéralement à ses pieds. Le troisième de notre trio de fantômes est bien sûr l'infortuné Rizzio, et en creusant un peu plus profondément l'histoire, l'intrigue s'épaissit résolument. Marie était enceinte de 5 mois lorsque cela se produisit, et beaucoup croient que Darnley craignait en fait que son propre enfant, si c'était un fils, ne le prive de tout son pouvoir, c'est pourquoi il commit ce crime sanglant dans l'espoir que son épouse ferait une fausse couche. Les livres d'histoire dressent certes un portrait peu flatteur de Darnley, mais il existe une autre explication à ces tragiques événements. Les spéculations abondent selon lesquelles Marie et Rizzio étaient amants et l'enfant qu'elle portait était celui de Rizzio et non de Darnley, faisant de la vengeance un motif plus probable pour le meurtre. Quelle que soit la vérité, les taches de sang sur le sol de pierre du palais de Holyrood, là où Rizzio s'effondra mortellement après 57 coups de couteau, n'ont jamais été effacées. La légende raconte que malgré des siècles de frottement, les taches de sang réapparaissent toujours, comme un funeste mémorial à David Rizzio et à sa mort prématurée. Marie survécut, de même que son enfant, un fils, qui devint plus tard roi d'Écosse puis d'Angleterre lorsque Élisabeth IR mourut célibataire et sans descendance. Ironiquement, Darnley ne connut pas un sort bien meilleur que Rizzio, et lui aussi fut assassiné peu après son rival, Mary Stuart, reine d'Écosse, étant très fortement impliqué dans le complot aux côtés du comte de Bothwell, son époux suivant. Ce fut encore un mariage désastreux, et finalement, harcelée par les nobles écossais, Marie s'enfuit en Angleterre pour s'abandonner à la clémence de sa cousine Élisabeth, qui la retint prisonnière pendant près de 20 ans, avant de faire exécuter la reine d'Écosse pour trahison. La malchance de Marie la poursuivit jusqu'au bout, car de tous les récits, le bourreau qui la décapita dut s'y reprendre à 3 fois pour accomplir son office. Ainsi, les 3 fantômes de cette tragique histoire moururent de morts des plus horribles et la légende de la reine d'Écosse perdure, puisant autant dans le mythe et la spéculation que dans les faits historiques. Quand il s'agit des grandes légendes de l'Écosse, depuis les tout premiers instants de la nation jusqu'à nos jours, la question de l'indépendance écossaise est au cœur de tant de récits épiques. Les héros grandioses des livres d'histoire ont pris une dimension presque surhumaine. Et lorsque vous pénétrez dans le château d'Édimbourg par cette magnifique porte d'entrée, 2 statues se dressent de chaque côté de vous qui ont véritablement une histoire à raconter. La première est celle de William Wallace, transformé en nom familier par Mel Gibson dans Braveheart, un film à succès de 1995 qui fit connaître ce patriote écossais à un public mondial. Or, si à travers les générations de récits, mythes, légendes et histoires ont tous l'habitude de se mêler avec une douce confusion, cela n'a jamais été aussi vrai qu'en ce qui concerne la figure lumineuse de William Wallace. Mais pour immerger son récit dans la douce étreinte de son époque, il nous faut d'abord jeter un regard empreint de curiosité sur les clans écossais. Nul besoin de s'éloigner en Écosse pour que l'âme rencontre le tartan, qu'il s'exprime sous la forme d'un vêtement ancestral ou gravé sur les boîtes à sablé, doux trésor d'un passé immémorial. Les MacDonald, MacLeods, Stuarts, Gordon et Campbells, pour n'en nommer que quelques-uns, possédaient tous des tartans de clans, remontant aux époques où la société des Highlands était tissée en groupes tribaux fiers et farouches, sous la houlette de leur chef de clan. Ces temps étaient rudes, empreints de l'âpreté des montagnes, et un chef mesurait sa fortune au nombre de guerriers qu'il pouvait lever plutôt qu'à l'or qu'il possédait, et les combats entre les clans, souvent pour le droit de pâturage du bétail, étaient d'une férocité déchirante.
Le kilt de tartan fut conçu pour les hommes de clan, un vêtement toute saison doublement protecteur, se muant en couverture pour leur nuit sous les étoiles sauvages, et il identifiait leurs allégeances, un drapeau silencieux. Mais dès le XIIIe siècle, les clans d'Écosse étaient toutes sauf unis, leurs âmes déchirées par des querelles ancestrales. Et c'est ici que la légende de William Wallace commence à prendre son envol, à tisser son aura. Lorsqu'Édouard Ier d'Angleterre jeta son regard avide et conquérant sur les terres d'Écosse, ces tactiques d'une cruauté impitoyable firent vaciller les clans écossais, les laissant meurtris et sans repère. En 1296, il déroba la pierre du destin du palais de Scone, un trésor inestimable, empreint de la dignité royale utilisée pour le couronnement des rois écossais, et l'emporta à l'abbaye de Westminster, où il la fit insérer dans le trône où il se couronnait comme un trophée impie. Ces tentatives pernicieuses de subjuguer les hommes des clans faillirent réussir, non seulement parce que les Écossais étaient encore aussi occupés à s'affronter entre eux qu'à résister aux Anglais. Alors apparut William Wallace, une étoile guidant les âmes égarées qui sut fédérer les cœurs ardents des hommes des clans pour qu'ils s'unissent dans le combat, et sa victoire éclatante à la bataille du pont de Stirling en 1297 lança un message éclatant, un défi majestueux, signifiant à Édouard Ier que s'il désirait l'Écosse, la lutte serait acharnée. Néanmoins, au cœur des dissensions internes et d'une trahison, tel un serpent venimeux qui gangrenait les rangs, Wallace fut vaincu à la bataille de Falkirk, et bien qu'il ait échappé, il fut finalement capturé et emmené à Londres, où il fut pendu, éventré et écartelé dans une souffrance indicible. Malgré le statut de héros éclatant d'aujourd'hui de Wallace, le croire un parangon de vertu serait une vision trop simpliste. Une douce illusion et des récits de sa propre violence, ombre troublante, sont crédités d'une grande vérité. L'autre statue, gardienne silencieuse à la porte du château, est celle de Robert le Bruce, qui, murmurent certains cœurs, fut impliqué dans la tragique chute de Wallace. Cependant, il s'éleva tel un phénix à la tâche sacrée de chasser les Anglais de sa terre natale, blessé et cher, et devint roi d'Écosse en 1306, un règne de lumière dans les ténèbres. Une légende délicieuse, teintée de poésie, entoure Robert le Bruce, et elle est encore contée aux enfants d'aujourd'hui. Un murmure d'encouragement pour qu'ils persévèrent, quelle que soit la dureté de l'épreuve qui se dresse devant eux. Lorsque Robert le Bruce était caché dans les profondeurs silencieuses d'une grotte sombre, ayant été défait par Édouard Ier et les Anglais à 6 reprises, il sombrait dans les abîmes du désespoir, l'âme prête à abandonner la lutte pour l'Écosse et sa précieuse liberté. Alors il aperçut une araignée, tissant patiemment sa toile à l'entrée de la grotte, mais chaque fois qu'elle tentait d'attacher le premier fil, le vent, impétueux, la déviait de son chemin délicat. Cela se produisit 6 fois, et lorsque l'araignée fit une 7e tentative, Robert le Bruce jura que si elle parvenait à son but, il rassemblerait lui aussi toutes ses forces, tel un fleuve en crue, et attaquerait les Anglais une 7e fois, certain qu'à l'instar de l'araignée, la victoire embrasserait son front. De là, on murmure que serait née la célèbre maxime « Échec n'est que le premier pas ». À l'effort sans cesse, l'âme te mène en haut. Et bien sûr, dans la légende de Robert le Bruce, lorsqu'il combattit les Anglais à la bataille de Bannockburn en 1314, il réussit et assura à l'Écosse sa liberté chérie pour de longues et douces années. Or, comme nous le savons, maintenir la liberté de l'Écosse ne fut pas toujours un sentier aisé, comme le découvrit à ses dépens Mary, reine d'Écosse, dont le destin fut si tragique. Mais en voguant vers le XVIIe siècle, lorsque l'Angleterre et l'Écosse ne formèrent plus qu'un royaume uni, le soulèvement des Jacobites, dont le cœur ardent brûlait de restaurer la maison Stuart sur le trône britannique, fit éclore une moisson nouvelle de mythes et de légendes écossais, empreints de passion et de mystère. Un nouveau chemin, tracé par le destin, nous mène désormais vers ce qui est sans doute l'un des lieux les plus dramatiques et les plus d'une beauté saisissante sur Terre, Glencoe. Mais pour les nombreux marcheurs et grimpeurs, âmes en quête de majesté, qui viennent ici, même sous un ciel clément, il se doit toujours d'être traité avec un respect sacré. Lorsque les brumes éthérées descendent, enveloppant tout, les cols montagneux peuvent vite devenir d'une perfidie dangereuse. Aussi, des chaussures robustes et des vêtements protecteurs sont toujours des compagnons essentiels, quelle que soit la beauté enivrante de la journée. Ainsi,
Lorsque vous entendez les anciens récits de cris spectraux résonnant à travers la vallée, vous pourriez, avec une logique trop simple, supposer que ce sont les âmes égarées dans les montagnes, murmurant des avertissements à ceux qui osent suivre leurs pas. Mais le voile de la vérité est bien plus sombre, et il n'en est rien, car la vérité est bien plus amère. Dans cette vallée sublime, une chose indiciblement terrible se produisit en 1692, qui s'est gravée dans la légende écossaise sous le nom poignant de massacre de Glencoe. Ayant déjà établi qu'une rivalité farouche existait entre nombre des clans écossais, la toile des destins se compliqua immensément lorsque le roi Stuart, Jacques II, fut destitué par son gendre, Guillaume d'Orange, changeant à jamais le cours du vent. Jacques II était le petit-fils lointain de Mary, reine d'Écosse, et lorsqu'il chercha refuge en France, beaucoup de clans des Highlands frémirent de tristesse et de colère à l'idée qu'un roi de sang écossais soit ainsi dépouillé de son trône par un Néerlandais. Finalement, alors que l'orage grondait au nord de la frontière, le nouveau souverain exigea que chaque chef de clan des Highlands prête serment d'allégeance à la couronne avant la fin de l'année 1691, une date fatidique. Le paysage indompté de Glencoe, baigné de légende, était la demeure sacrée du clan MacDonald sous la conduite de leur chef Mukian. Mukian, un vieil homme à l'âme courageuse, résista jusqu'au bout, tenant son honneur. Mais lorsqu'il comprit qu'il risquait une bataille qu'il ne pouvait, hélas, remporter, tandis que tous les autres chefs de clan avaient, les uns après les autres, baissé les armes, il se hâta vers Fort William pour prononcer le serment sacré. Et ainsi débuta un chapitre d'événements, d'une cruauté insondable qui transforma la noble erreur de jugement d'un vieil homme en une légende d'une tragédie poignante. Nul magistrat ne veillait à Fort William pour sceller ce serment, laissant une faille béante dans le destin. Lorsque Mukian parvint à Invergary, au milieu des neiges glacées de l'hiver, le 6 janvier 1692 s'était levé, et la date fatidique était déjà un souvenir lointain. L'amour s'était depuis longtemps éteint entre les MacDonalds et le clan rival des Campbells, une haine silencieuse couvant à travers les âges. Et les Campbells embrassèrent cette opportunité d'obtenir le soutien royal pour assouvir leur soif de vengeance sur leurs voisins, les attaquants, les cœurs sombres, en tant que rebelles jacobites. En février, 120 Campbells arrivèrent à Glencoe, conduits par le funeste Robert Campbell. Sans l'ombre d'un soupçon de trahison dans leur cœur loyal, les MacDonalds leur offrirent l'hospitalité chaleureuse des Highlands, ignorant de l'abîme qui les attendait. Pendant 12 jours, les Campbells furent les invités des MacDonalds dans une tromperie silencieuse et perfide. Mais lorsque l'ordre funeste fut donné d'attaquer depuis Signal Rock, là-haut sur la pente escarpée, les Campbells massacrèrent avec une cruauté effroyable chaque homme, femme et enfant MacDonald qu'ils purent trouver, laissant la vallée se teinter de sang. Tandis que ceux qui échappèrent à l'épée, emportés par l'effroi, moururent de froid sur les précipices où leurs âmes s'étaient réfugiées. Les chaumières furent alors réduites en cendres et le bétail volé, et ainsi naquit, dans le chagrin éternel, la légende des fantômes MacDonald de Glencoe, des murmures dans le vent. Mais quand l'âme évoque massacre et conte fantomatique, un lieu plus au nord encore se dresse, sans doute le plus sinistre et le plus hanté de toute l'Écosse, où les rêves des Jacobites furent brisés d'une manière inimaginable sur le champ de bataille de Culloden, où le destin écrivit sa page la plus cruelle, éteignant à jamais les espoirs. Pour beaucoup d'âmes, l'image des Highlanders, figures légendaires et romantiques, est intrinsèquement liée au soulèvement jacobite où le cœur battait au rythme de l'épée. Et la figure la plus romantique de toutes est sans conteste le beau prince, petit-fils de Jacques II, déchu de son trône. Charles Édouard Stuart, né sur les terres de France, posa le pied en Écosse en 1745, l'âme ardente et déterminée à lever une armée de Highlanders pour marcher sur Londres et redonner aux Stuarts leur juste place sur le trône britannique, leur destinée brisée. Ironie du sort, à cette époque, nombreux étaient déjà les cœurs au sud de la frontière qui, secrètement ou ouvertement, soutenaient le jeune prétendant.
ce surnom si tendre donné au beau prince. Guillaume d'Orange régna en vertu de son union avec une reine Stuart. Mais quand sa succession échut à sa sœur Anne, éteignant ainsi, sans enfant, l'ardeur du lignage Stuart, des âmes cousines germaniques, les Hanovriens furent conviés à étreindre le trône uni d'Angleterre et d'Écosse. Le premier d'entre eux, Georges Ier, par un étrange caprice du destin, fut enveloppé d'une impopularité écrasante et en l'an de grâce 1745, son fils, Georges II, ne fut guère plus aimé par ses sujets. L'espoir chérissait alors la flamme d'un soulèvement jacobite et l'odyssée du prince Charles le Bien-Aimé s'épanouit en ses prémices sous les auspices les plus enchanteurs. Lors de la bataille de Prestonpans près d'Édimbourg, l'âme du prince triompha des forces anglaises menées par Sir John Cope, mais l'écho de cette victoire ne fut pas étreint avec assez d'ardeur. Les Jacobites demeurèrent à Édimbourg un temps qui, inexplicable, dilua leur élan, et ce ne fut qu'en novembre qu'ils se mirent en marche vers l'Angleterre, permettant ainsi à George II de tisser une armée colossale, forte de plus de 10 000 âmes, sous le sceptre de son fils, le duc de Cumberland. Pourtant, le prince chéri portait en lui la graine d'une conquête aisée de Londres, et son pas audacieux l'emporta jusqu'à Derby, avant que son cœur ne trahisse l'élan de son courage. S'il avait continué, qui peut sonder les abîmes de ce qui aurait pu être ? Mais bercé par les murmures fallacieux des espions anglais, il se replia, l'âme convaincue que l'immense armée de Cumberland veillait alors que la vérité était à des lieues. Ainsi, notre pas nous mène enfin au champ de bataille le plus légendaire d'Écosse, Culloden Moor, aux confins d'Inverness, là où l'épopée du prince chéri, si riche de promesses à ses aurores, sombra dans la tragédie. Après la longue étreinte de la retraite vers le nord, les Highlanders étaient des âmes épuisées, et Culloden, un lieu qui, hélas, était loin d'offrir un berceau propice à leur confrontation avec l'ennemi. Dans l'étreinte du combat, l'âme des Écossais s'épanouissait sur les pentes escarpées, là où la terre natale leur offrait un avantage éclatant face à l'anglais. Mais à Culloden, le champ de bataille, plat et vaste comme un cœur déchiré, ne leur fit aucun présent. L'armée jacobite fut cruellement broyée par les troupes du duc de Cumberland, et lorsque, chevauchant son destrier immaculé, il leva son épée et décréta qu'aucune grâce ne serait accordée, il sonna l'aube d'un massacre épouvantable. Les Écossais blessés furent fauchés sans pitié, et même au lendemain, il revint avec ses légions pour achever les âmes que la nuit avait, par un cruel hasard, épargnées. Il n'est donc guère surprenant que les échos fantomatiques de cris, de gémissements et d'appels à l'aide aient, depuis ces jours fatidiques de 1745 jusqu'à l'instant présent, traversé le champ de bataille. Pourtant, le prince Charles le Bien-Aimé s'évada, glissant des griffes anglaises, et le récit de son évasion est tissé de la plus pure substance de la légende. L'air familier qui caresse vos oreilles est la chanson du Skyboat, car si intense est devenue la légende de ce qui advint après Culloden qu'elle s'est, avec grâce, étreinte au cœur même du patrimoine folklorique écossais. Les vers contant l'incroyable odyssée du prince Charles le Bien-Aimé, voguant sur les flots vers l'île de Skye, dans une humble barque à rame, aux côtés de la ravissante Flora MacDonald, une héroïne locale au cœur vaillant qui, pour lui offrir le refuge, revêtit le prince des atours d'une de ses dames. Que chacun entame sa part, par-delà la mer, vers Skye, même si les vagues se retirent, certains dormiront, océan de la beauté royale.
Ici, sur l'île de Skye, aujourd'hui, une visite au château de Dunvegan est une étreinte fascinante avec l'histoire. Mais curieusement, le chef du clan MacLeod de l'époque n'ouvrit point son cœur aux Jacobites, s'engage eux-mêmes dans la traque du prince chéri. Néanmoins, en ces lieux sacrés, reposent des reliques jacobites, jadis les trésors de Flora MacDonald, que chacun entame sa part, par-delà la mer, vers Skye. La genèse de ce récit est une légende en soi, et le destin de Flora tisse un fil bien plus captivant que celui du prince Charles le Bien-Aimé. Finalement, Charles-Édouard Stuart s'évada vers la France, malgré l'immense rançon qui pesait sur sa tête, et en l'an 1788, à l'âge de 68 ans, il s'éteignit, l'âme tourmentée par la pauvreté et l'ivresse, à Rome. Les Écossais qu'il laissa derrière lui subirent un calvaire indicible sous la main des autorités anglaises qui, pétrifiés par les farouches Highlanders qui avaient effleuré Londres, mirent en œuvre de promptes et cruelles représailles. Les chefs de clan furent dépouillés de leur noble autorité, le port du kilt et du tartan sous toute forme fut banni comme une hérésie, tandis que posséder des armes ou faire vibrer les cornemuses était perçu comme un acte de trahison punissable de la mort. Quiconque avait étreint la cause jacobite fut pourchassé sans merci, y compris Flora MacDonald qui, à la fin, s'exila en Amérique pour fuir les ombres de la persécution. Son séjour au château de Dunvegan sur Skye fut un simple murmure de l'amour familial car, des années plus tard, sa fille unit son destin au précepteur du jeune chef de clan et résida au château. C'est ainsi que Flora, par un doux retour, vint y rendre visite, laissant à sa famille, en ces lieux, ses précieux biens à son dernier souffle. Mais les trésors de Flora ne sont pas les seules reliques à tisser ici leur toile intrigante. La légende du drapeau féerique de Dunvegan est un mythe écossais qu'il ne faut point manquer, bien que la genèse de cette possession par le clan MacLeod demeure enveloppée d'un voile de mystère. Certains murmurent qu'un chef, par un caprice du destin, s'égara dans une colline féerique, où son cœur s'éprit d'une demoiselle d'une beauté céleste qu'il prit pour épouse. Mais ce fut un pacte. Après 20 printemps, elle devait retrouver le royaume des fées. Lorsque l'heure sonna, le chef, l'âme en peine, s'agrippa à sa robe et un lambeau d'étoffe, aujourd'hui célébré comme le drapeau, resta entre ses mains étreintes. D'autres contes murmurent de son apparition éthérée sur le berceau d'un jeune chef de clan endormi, tandis que d'autres l'attribuent à un autre chef, MacLeod, qui l'aurait arraché à l'ourlet de la robe d'une démone qu'il affronta lors de sa croisade en Terre Sainte. Quelles que soient ses origines enivrantes, la légende confie que lorsque le clan MacLeod se trouve au seuil d'un désastre, le simple battement de ce drapeau invoquera l'aide du monde des esprits. Ce voile sacré ne peut être brandi que 3 fois, et jusqu'à ce jour, il a déchaîné sa magie en 2 occasions. La première fois, ce fut quand un chef de clan, encore un frêle enfant, fut étreint par une maladie mortelle, et le drapeau, tel un souffle divin, lui rendit la pleine vitalité. La seconde, lors d'un affrontement avec un clan rival, quand les MacLeod vacillaient sous les coups, mais l'onde du drapeau déployé les mena au triomphe. Qui sait si jamais il sera convoqué une 3e fois, ou si l'antique et si délicate étoffe ne se consumerait pas en poussière avant de pouvoir appeler à l'aide. C'est un récit merveilleux, si caractéristique des doux mythes et légendes d'Écosse, qui mêlent avec une grâce infinie l'histoire authentique et le mystère sur le canevas des paysages les plus majestueux que votre regard puisse jamais étreindre. Hélas, notre temps s'enfuit à présent, bien avant que chaque légende n'ait dévoilé tous ses secrets, car vous découvrirez des contes emplis de mystères partout où vos pas vous mèneront au nord de la frontière. Et puisse, après avoir effleuré quelques-unes des plus belles légendes d'Écosse, votre âme être inspirée à venir contempler de vos propres yeux les lieux où la magie continue de vibrer et où chaque nouvelle génération tisse son propre fil d'or aux mythes et légendes du folklore écossais.